Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui est toujours dans l'extrême peur à 22. Du côté des marchés US, on continue la poussée dans le grid à 67. C'est Thanksgiving, donc tous les morals sont au beau fixe. On verra dans les semaines à venir si la dinde a bien été digérée. Allez, je vous retiens pas plus. Installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Empereur qui nous dit... Alors, je vais le traduire. Hop, traduction, merci. Ce n'est peut-être pas le bottom en termes de temps, mais le bottom est certainement très proche pour le Bitcoin et le TH. Quitter les cryptos maintenant est la chose la plus stupide que vous pourriez faire. Voilà. Donc, j'ai partagé ça parce qu'il a raison. On est plus proche d'un bottom de bear market qu'un top. Ceux qui ont tenu jusqu'ici, ça serait con de lâcher à la fin, sachant que le marché, il essaye de faire chuter, de faire capituler les derniers. Mais nous, on est des Spartiates. On va tenir. On est ensemble. Et on va tenir, même si on va à 14, 13, 12, ben tant pis, on ne lâche pas, on est là, tu vois, rien à battre. Bon, on est là jusqu'à la fin. Bitcoin qui a été déclaré mort à 466 reprises. Honnêtement, ça ne changera jamais. À chaque fois qu'on a des baisses marquées comme on a eu dans les derniers jours, eh bien, on a toujours quelqu'un pour crier au loup, pour crier que le Bitcoin est mort. Mais quand le marché est à la hausse et qu'on est dans un bull market, eh bien, c'est rare que ces gens-là vont se manifester. Comme quoi, les gens veulent tout simplement avoir un petit peu de sensation, dire « Je te l'avais dit de ne pas toucher à la crypto, que c'était pour crasher, c'était pas bon. » On le sait, c'est facile de crier au loup quand ce genre de situation-là arrive. Et justement, j'en ai trouvé un vrai de vrai bear, une personne qui déteste vraiment les cryptos. Et donc, le 14 novembre, crypto is never coming back. It's done. Please do not waste your money on it. It's not an investment. Stay away from it. Cheetah Bhagat. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir qui est monsieur Cheetah Bhagat? Et j'ai été surpris par son Twitter. Ça m'a l'air d'être un journaliste. Tu peux venir voir, mais c'est vraiment un anti-crypto. Crypto is over. This tweet done. Bref, un vrai de vrai anti-crypto. Et j'imagine que dans le prochain bull market, cette personne-là, on ne la verra pas parler de crypto, évidemment. Donc, tu peux aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur Cheetah Bhagat. 12,5 millions d'abonnés. Donc, quand même, qui est un fervent contre le Bitcoin. Que voulez-vous? C'est la vie. Il y en a et qui aiment ça frapper sur le clou, même si le clou est déjà enfoncé. On le sait que le marché de la crypto ne va pas bien. C'est facile de critiquer, de dire « je te l'avais dit ». J'ai hâte de voir ces gens-là quand le marché va être inverse et qu'on va être dans un bull market et que le Bitcoin va avoir atteint 100 000 $. On reste confiant, guys. Il faut rester confiant. On n'a pas le choix. On a des news importantes, notamment AAV. Vous savez ce que c'est AAV, hein, c'est le principal protocole de pré-emprunt. Quand je dis protocole, c'est une application décentralisée, hein, construite sur Ethereum. AAV, c'est construit d'ailleurs sur aussi d'autres blockchains, hein, donc notamment, surtout les layer 2 d'Ethereum, donc Polygon, Arbitrum, Optimism. Ce que dit cet article, et qui est à mon avis quand même assez important, c'est que donc AAV, il y a énormément d'institutions qui ont emprunté des actifs. C'est-à-dire qu'ils ont déposé, vous voyez, il y a plein d'institutions ici il y a plein d'institutions qui ont déposé des Ethers, par exemple, dans le protocole, qui ont emprunté des USDC, par exemple, des stablecoins, et qui sont allés les déposer sur FTX, par exemple, vous voyez, pour obtenir des rendements, parce qu'à un moment, FTX proposait des rendements. Mais ça peut être FTX, mais ça peut être d'autres plateformes qui sont potentiellement en train de faire faillite, hein. Et donc, ce que dit l'article, et qui est pas faux, c'est que, au final, AAV se retrouve avec des bad debts, parce qu'il y a énormément de créditeurs, il y en a beaucoup, qui ne vont pas être en mesure de rembourser les USD coins parce qu'ils les ont perdus. Alors donc c'est assez compliqué parce qu'il y a énormément d'actifs que AAV ne va pas pouvoir retrouver et finalement le protocole se retrouve avec pas mal de mauvaises dettes. C'est un des impacts. La news est très très dense et très très longue, donc j'invite les gens à aller voir directement le lien. Le CEO de Bitfinex et Tether et l'administrateur de Tether et Bitfinex, le CFO, le Chief Financial Officer, étaient liés apparemment à des sociétés dans le passé qui étaient gérées par un mafieux. Ça va, il n'y a pas de lien. C'était avant.
Il n'y a pas de lien, mais du coup, est-ce que vous vous souvenez quand on parlait de l'audit de Tether qui a été fait par des boîtes italiennes, est-ce qu'il y a un lien ou... Non, c'était une entité, c'était une boîte mondiale avec son antenne en Italie. Voilà, il y avait peut-être Bakchiche, on n'en savait rien. Enfin, C'est bizarre c'était possible. C'est bizarre que pour une boîte internationale, ils soient passés comme par hasard, alors qu'ils sont pas basés là-bas, par une antenne qui est en Italie. C'est étrange. Et c'est des patriotes. Arrête de chercher des trucs. Je sais pas si c'est des patriotes, je veux juste dire que, de toute façon, le nom du mafieux auquel ils sont supposés liés est italien. Il faut savoir qu'il y a une histoire de TVA, une histoire de fraude à la TVA qui s'est passée dans les années 2000. Malheureusement, C'est le carbone. cette fraude à la TVA est passée par des entreprises dont les plus grosses têtes de Bitfinex et de Tether étaient à la tête. Ils étaient dans les plus hautes instances de ces entreprises qui sont touchées par cette fraude. Étaient-ils au courant ? N'étaient-ils pas au courant ? Ça, c'est pas à nous de juger, c'est l'enquête qui suit son cours. En tout cas, ils ne se sont pas exprimés suite à la demande du journaliste d'investigation. C'est un peu flippant quand même, parce que USDT, voilà. L'UST, bon, ça a été cataclysmique, mais là, l'USDT, si jamais on voit que ça dépègue ou quoi à un moment, comme vous avez dit, ça peut vraiment faire trembler toute la sphère crypto, en vrai. C'est chaud. Comme s'ils avaient besoin de ça. Ils étaient déjà dans l'histoire de Tether et de Bitfinex. C'est pour moi, ça ressemblait un petit peu à FTX et à Alameda, hein. C'est-à-dire que Bitfinex s'est retrouvé dans la merde et c'est Tether qui a renfloué ou l'inverse, je sais plus. Ça aurait pu avoir des répercussions beaucoup plus grandes, sauf que finalement, ça s'est bien réglé puisque ça n'a pas été trop remué, on va dire, et qu'ils se sont arrangés après avec le gouvernement. Ils ont payé une amende. Ils ont payé une amende, genre derrière les vagos, ils sont arrivés, ils ont dit bon les gars, on se tait, on arrête tout. Ça pue quand même bien la merde. Derrière, tu te rends compte qu'il y a une histoire d'escroquerie à la TVA qui coûterait presque 500 millions. Ça aurait peut-être transité en USDT, enfin du moins il serait peut-être mêlé aussi. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'apprendre que l'USDT était encore mêlé à une autre histoire ? Même si effectivement pour le moment c'est une enquête, je suis pas sûr que les liens soient avérés 100% et tout quoi. Mais enfin, il manquerait plus que ça creuse à ce sens-là et qu'ils trouvent quelque chose pour que ce soit vraiment la merde. Non, mais le journaliste d'investigation, je vais mettre juste ces petits screens, il fait vraiment le lien. Il montre que justement le CEO de Tether et Bitfinex était à la tête d'une filiale de l'entreprise PAG à l'époque. L'administrateur était aussi à la tête d'une des filiales en Europe. Tout ça, c'est lié à ce Gennaro Rino Platone qui était justement à la tête de ce Ponzi TVA. Leur nom apparaît sur les documents de ces entreprises qui sont incriminées. Maintenant, on va savoir s'ils savaient vraiment ce qui se passait, mais voilà, leur nom apparaît et ils sont à la tête aujourd'hui de l'USDT et des Tether. Comme on le dit, il faut faire attention. Dès qu'il y a une légère fumée, vaut mieux maintenant prendre ses précautions et être prudent. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un truc, c'est la merde, quoi. Il y a que des trucs où on dit faites attention, méfiez-vous, à croire qu'on noircit le tableau alors que le tableau il a pas besoin de nous pour être noirci, très clairement. Le tableau il est noir, il est sombre. Tu vois. Il est bresson. Au contraire, on essaye de pas faire de FUD et tout, mais on s'aperçoit qu'une semaine après, ce dont on a dit faites attention, c'est le bordel. C'est quand, depuis que la chaîne existe, qu'on a dit que en fait c'est génial, venez, tout se passe bien, mais regardez l'arc-en-ciel derrière, il y en a un. Non, je crois qu'il n'y en a jamais eu en fait. C'est que dans les bull market que tu te dis tout va bien, c'est ça ? Quand t'es en bear market, de toute façon tout va mal. Ouais, je trouve que ça dure pas longtemps le bull market comparé au bear. Moi, je vais venir que quand c'est bull. Hein. Je vais arrêter les bears là, ça commence à me fatiguer. 3 mois tous les 6 ans. Faut pas le louper, hein. Putain, faut pas être en vacances. Hein. Il nous a présenté son projet pendant un cycle de financement de 17 milliards de dollars. Je l'ai appelé sur Zoom, même si je n'étais pas totalement convaincu par sa présentation. Mais j'ai quand même choisi de mettre mon équipe au travail dessus. Nous lui avons envoyé un document de 2 pages contenant nos recommandations pour passer à l'étape suivante. La première recommandation était la formation d'un conseil d'administration. La seconde était la création d'actions à double classe. Et la troisième était d'avoir des représentants et des garanties concernant les transactions affiliées ainsi que les transactions entre parties liées. La personne en charge du dossier là-bas nous a rappelé et littéralement, je ne plaisante pas, nous a dit d'aller nous faire foutre. Un article est paru disant que le directeur de la conformité chez FTX était également le responsable conformité sur un site de poker appelé Ultimate Bet, qui dans les années 2010 a commis une fraude en créant la possibilité pour certains insiders de regarder la main de tous les joueurs de poker pendant une partie en cours. Un petit nombre d'employés de l'entreprise jouaient contre des gens en sachant quelles étaient leurs cartes et ont volé des millions grâce à cette technique de triche. Je ne sais pas du tout comment c'est arrivé, mais cette personne est responsable de la conformité chez FTX aujourd'hui. Apple qui obtient les droits d'adaptation du futur livre de Michael Lewis. En fait, c'est un mec qui avait commencé à suivre Sam Bankman-Fried bien des mois avant la chute de FTX, qui voulait faire un livre dessus, et qui du coup, forcément, à la fin du livre, elle a un peu changé. Et en fait, c'est aussi l'auteur de The Big Short. Et du coup, donc, il vend ses droits, et en fait, c'est une somme à 7 chiffres, donc c'est plusieurs millions de dollars. Et donc, c'est Apple qui a gagné, donc on verra pas ça sur Netflix ou sur Amazon Prime, on verra ça sur, du coup, sur les plateformes de Apple. Donc vraiment incroyable aussi, ce mec-là, qui écrit des bouquins, c'est incroyable ce qu'il fait.
Parlons maintenant de quelque chose qui s'est passé entre CZ et Binance. Entre CZ et Brian Armstrong. Donc CZ, le fondateur de Binance, a tweeté. Il a tweeté quelque chose qui était vraiment une pique contre Coinbase. Regardez ce qu'il a fait depuis il a supprimé son tweet en s'excusant. En fait, il a publié le tweet suivant qui disait « A priori, Coinbase Custody, donc l'entité qui est en charge de garder les fonds pour les clients de type institutionnel de Coinbase, Coinbase Custody aurait 635 000 bitcoins de chez Grayscale. » Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Coinbase garde pour Grayscale 600 000 bitcoins. Et en fait, il dit « Mais c'est bizarre, il y a cet article qui a été publié il y a 4 mois qui dit que Coinbase, l'exchange, n'a à peu près que 600 000 bitcoins en tout. » Donc en gros, il dit je fais que citer des articles de presse, je ne dis rien du tout, mais voilà, il tweet ça en fait de manière implicite, il est en train de dire Coinbase n'a pas suffisamment d'argent pour rembourser Grayscale et tous ses clients. Pour dire en fait s'il y a 635 000 et ils ont à peine 600 000 bitcoins pour tous les clients de Coinbase, ça ne passe pas. Mais bon, je pense qu'il y a une distinction entre Coinbase Custody et Coinbase Exchange, et d'ailleurs c'est ce que Brian Armstrong a dit, écoutez, nous, nos comptes sont publiés vu qu'on est coté en bourse, et pour être précis, on possède 2 millions de bitcoins. Donc Coinbase a 2 millions de bitcoins, beaucoup plus que 600 000. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour couvrir Grayscale. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est 2 millions de bitcoins, ça représente quasiment 10% de tous les bitcoins en circulation, ce qui est juste énorme. Bon, du coup, comme j'ai dit, CZ a dit c'est bon, j'ai supprimé le tweet suite à ce que Brian Armstrong m'a dit. J'ai supprimé mon dernier tweet et puis c'est tout. Je suis pas sûr qu'il s'est excusé d'ailleurs. Il a juste supprimé le tweet en disant c'était faux. Les chiffres dans les articles étaient faux. Donc bon, on voit que CZ il est toujours à l'affût un peu des divers exchanges concurrents pour essayer de dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que dans le but de les casser, dans les buts de juste pour le bien de l'écosystème, je ne sais pas, mais je voulais tout de même vous en parler. Puis une petite annonce Bitcoin.com qui nous dit rapport, la Chine soupçonnée de stocker de l'or pour réduire la dépense du billet vert. Oui, la Chine, il y a longtemps qu'elle stocke l'or, hein. C'est pas une nouveauté, hein, mes amis. Sincèrement, il y a très longtemps. Sauf là, on les accuse un peu d'en avoir acheté un peu plus que d'habitude et de l'avoir acheté un petit peu en douce, en black. Vous voyez que c'est marrant, hein. Moi je croyais qu'avec les blockchains, je croyais qu'à cause de la crypto-monnaie, du Bitcoin ou de certaines crypto-monnaies, qu'on pouvait tricher à acheter au black. J'avais pas encore compris que dans le système classique de nos finances classiques, avec les dollars, avec les billets de n'importe quel pays au monde, on pouvait tricher. Je savais pas ça, j'apprends quelque chose là. Donc ça me rassure, hein, parce que je croyais qu'on pouvait être truandé qu'avec la crypto-monnaie, hein, donc j'étais vraiment inquiet, Mais non, allez, je plaisante un peu. Les Chinois, on a bien compris que, évidemment, que leur gros problème, c'est quoi ? C'est le billet vert. C'est le billet vert. Quoique, moi j'ai parfois une autre vision de ça, parce que le billet vert, c'est évidemment qu'il y a l'Orient, l'Occident, nous sommes bien d'accord, hein, il y a un petit conflit entre les deux, surtout les Extrême-Orient, tout au moins Extrême-Orient, tout ça. Évidemment, la Chine, donc, voudrait bien, elle fait cavalier seul déjà depuis toujours, hein, sauf que le grand patron, c'est les USA, comme ça, hein, tout l'Occident a décidé de ça à une certaine époque, c'est le grand patron, c'est les USA, donc effectivement que la Chine, la Russie, tout ça, bon, ça les gonfle un peu, on l'a bien compris, et je pense qu'avec le temps, malheureusement, je dis bien, hein, parce qu'on parle de faire une mondialisation, etc., mais dans tout système économique, dans tout système qui existe d'ailleurs, notre gros problème, c'est quoi à la base ? C'est qu'il y a toujours un grand patron. Un système où tout le monde peut un peu décider, tout le monde peut faire sa vie tranquillement, etc. Mes amis, ça n'existe pas, hein, ça n'existe pas. Il y a toujours un mec qui décide. Et souvent, celui qui veut décider, il n'a pas tout le monde qui est d'accord avec lui, évidemment, hein, on l'a bien compris. Donc ce soir à 20h, il y aura la publication des minutes du FOMC Meeting. Alors les minutes, j'en parle à chaque fois, tous les mois, on revient sur le sujet. Qu'est-ce que sont les minutes du FOMC Meeting ? Eh bien, c'est une transcription de tout ce qui a été dit et fait durant le dernier FOMC Meeting. Un meeting qui dure 2 jours. Donc pendant 2 jours, vous avez une dame au fond de la salle de conférence qui tape sur une machine pour enregistrer tout ce qui était en train de se dire et en train de se faire. À la fin, ils en font une transcription, ils corrigent les fautes d'orthographe et ils publient ça 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, ils résument ce qu'ils ont dit pendant ce meeting, pendant ces 2 jours de meeting. Donc, c'est des informations qu'ils avaient à la date du FOMC Meeting.
Donc ils n'étaient pas au courant des chiffres du CPI, ils n'étaient pas au courant des chiffres du PPI, et ils n'étaient pas au courant de certains licenciements qui ont eu lieu depuis ce moment-là. Donc ils ne savaient pas. Donc on peut partir du principe, assez logiquement, que ces minutes du FOMC meeting ne devraient pas contenir de grosses surprises par rapport au discours que Monsieur Powell a fait juste après le FOMC meeting, puisqu'ils avaient le même niveau d'information. Même moins. Donc à la limite, il n'y a rien qui devrait changer. Pourtant, aujourd'hui, hier, le marché s'est dit ouais, mais peut-être qu'à l'intérieur du rapport, il y aura des signes de dovishness et le fait qu'ils vont peut-être être moins agressifs. Il est clair qu'aujourd'hui, entre les multiples licenciements qu'on a eu depuis 3 semaines, les licenciements annoncés, hier soir encore, Hewlett Packard a annoncé 6000 licenciements, on devrait avoir normalement une réduction de l'emploi, des chiffres de l'emploi, et puis donc logiquement un CPI toujours un peu plus faible qui pousserait la Fed à garder ce système de hausse des taux, mais pas de 0,75, de 0,5. Donc c'est là où on s'attend à ce genre de choses depuis plusieurs semaines. Mais là on se dit que peut-être on aura des preuves à l'intérieur des minutes du FOMC meeting. Sauf que les minutes du FOMC meeting, elles datent d'avant tout ça. On a le dollar index qui regagne un peu de terrain. Bon, c'est rien de très incroyable. On a une grosse résistance autour des 108 dollars. Et au niveau EMA, on est en train de rebondir sur les MA 200. Durant toute cette tendance haussière, on a pu tester les MA 200. Ce que j'espère qu'il fasse pas, c'est qu'il réintègre ce range pour aller toujours plus haut. Reteste ici pour aller toujours plus haut. Donc ici, range très important. Si on pète ce range à hausse, P foire à la baisse, et c'est pour aller toujours plus haut au niveau du dollar index. Et c'est pas bien pour le Bitcoin et même le SP500. Il y a toujours eu des rallyes en bear market, des rallyes qui sont très impressionnants, qui peuvent être très 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 impressionnants, genre celui-ci ou celui-ci, sans rien changer aux données, quoi. Ou même celui-ci, et je me rappelle ici dédicace à un de mes amis, je ne sais pas s'il est tombé au combat, mais qui ici était complètement euphorique. Et voilà, donc c'est ok quand c'est fort d'être du côté haussier, mais il faut vite changer d'avis. Ça veut dire que, ok, si ça attaque, d'accord, mais si ça va par là, non. Merci, au revoir, on ne s'attache pas à l'idée. Donc voilà, je vais ignorer un petit peu les news, je vais jouer la force, je vais jouer le short squeeze, ce qui pourrait nous emmener un Bitcoin dans les 17 500. Ça paraît très raisonnable, voire plus si affinité. Et après, on verra. Je vous rappelle que les bottoms, ça n'arrive pas en 2 jours, mais l'avantage de switcher rapidement, c'est que ça offre de la flexibilité. Disons qu'on est dans un environnement comme ça, et que par exemple, c'est juste un petit bear market rally. C'est intéressant de prendre position tôt, parce que ça t'offre de la flexibilité. Ça t'évite de FOMO ici si jamais ça va plus haut. Pareil par rapport à ici, on pourrait très bien être dans un environnement comme ça, et on rentrerait dans la phase de désespoir. On a vu la Wall Street cheat sheet, beaucoup ont capitulé, beaucoup sont dans la colère. Il nous reste encore la phase de dépression, et la phase de dépression, des fois, c'est juste du range. Du range, un petit taquinage des lots. Et du coup, pendant ce temps-là, vous pouvez être flexible et prendre quelques sous quand ça commence à s'exciter un peu trop. C'est en général à ça qu'on voit la fin du bear market rally. Tout ce truc-là serait la bulle des cryptoactifs, et si on vient à travailler et même juste à mécher en dessous des 3000 $, bah pour moi c'est rideau. On plie bagage. En tout cas, ce sera très, très, très long avant de retrouver ce marché. Maintenant, pour que ça arrive, il faut un risque cataclysmique. FTX est dramatique. Celsius est dramatique. Terra Luna est dramatique au sein même de l'univers cryptoactif. Mais ce qui pourrait se passer pour aller chercher les fameux 3500 $ ou sous les 3000 $, ce serait un problème protocolaire, dans le protocole même de Bitcoin. Potentiellement d'Ethereum, mais je pense que plutôt Bitcoin, puisque c'est aujourd'hui toujours le roi des cryptoactifs. Et c'est pour ça que je rebondis, ce qui a été partagé par un des membres du Discord avec légitimité, et tu as raison de le partager, il faut en débattre par rapport à ça. Karen a fait dans sa dernière vidéo, donc experte en Ishimoku Kinkuyo, un objectif toujours actif aux alentours des 1000 $. Il faut pas l'oublier. Mais on ne l'oublie pas, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on rentre dans un nouveau monde au niveau des cryptoactifs. C'est un environnement baissier, chaotique et direction les enfers. C'est super important. Je vais vous revenir en arrière.
pour en fait vous expliquer cette situation qu'on avait vécue en 2018. Partez du principe qu'on n'est pas encore aux objectifs par rapport à un retracement vis-à-vis des précédents ATH par rapport à 2018. On a encore de la marge. On se retrouve aux alentours des $13 000 à peu près. 12 500 $ pour avoir, entre guillemets, le même ratio par rapport à l'excès de 2017 vis-à-vis de 2018. En sachant qu'on n'a pas eu d'excès au niveau de 2021. Pour moi, c'était pas un excès. L'excès, il était plus près des 130 000 $. Mais peu importe. Au niveau, si vous aviez le même ratio, les ratios sont différents, beaucoup moins violents au niveau de la hausse sur ce bull run de 2021. Partez du principe que moi, l'invalidation totale par rapport à 2017, c'était 150 $. Et vous allez rire, mais j'avais gardé du cash pour aller faire cette fameuse netline de ce magnifique W mensuel. Juste ici, aux 330 $ ou 368 $, je sais plus trop. Je l'avais partagé dans le Discord. Oui, moi, je vous le dis, quand on était ici, voilà, j'avais du cash pour acheter ici. Et c'est fou ce que je vais vous dire. Donc, on en rigolait beaucoup sur les communautés à l'époque. Mais partez du principe que, non mais ici, je vends ma maison. Ici, je vends ma maison pour acheter ici. Écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. Quand on était ici, si on arrive là, je vends ma maison. Je vous pose la question. Et ça, c'est super important. Si on arrive ici, est-ce que vous vendez votre maison pour acheter du Bitcoin? Alors que c'est pas complètement fou. Bon, on a fait la netline de ce W Weekly, donc il n'est plus à faire techniquement. Mais est-ce que ici vous vendez ma maison? Pire encore, est-ce que ici vous vendez votre maison? Maintenant qu'on y est, très proche, vous allez dire non. Mais si vous êtes là, on est très éloigné en réalité des 3 000 $ encore. Donc est-ce que vous vendez votre maison à 3 000 $? Parce que ça reviendrait exactement au même en fait, de revenir ici ou de revenir ici. Invalidation en dessous, invalidation ici. En fait, je pense que, et j'ai l'impression, au niveau de la situation émotionnelle de ce marché, notamment du public, on vendrait pas notre maison à 3 000 $. On vendrait pas notre maison. Alors que dans beaucoup de communautés précédentes en 2018, on vendait notre maison pour acheter là. Donc on était plus bullish ici, c'est dingue, qu'on est bullish ici. On est plus bearish ici que bearish ici. Et c'est très puissant émotionnellement. Ça veut dire qu'on est très très proche des bottoms de marché. Ok ? On va ensuite parler d'une arnaque à éviter. Alors, je sais qu'il y a un gros streamer qui s'appelle Highspeed, un gros streamer anglais, qui avait fait une OP avec eux et depuis, il s'est excusé auprès de sa communauté. Il a dit que c'était une erreur, etc. Sa communauté lui a dit que c'était une arnaque et tout. Ce projet s'appelle The Paradox Metaverse et si je vous en parle, c'est parce que j'ai vu des sites, après le scandale entre guillemets qu'avait évoqué en gros ce placement de produit avec Highspeed, et je continue de voir des sites principalement anglophones qui font la promotion de ce projet. Donc en fait, ce sont des articles sponsorisés, même si sur certains sites, c'est pas signalé que ce sont des articles sponsorisés. Apparemment, ce projet a les moyens de financer leur pub en grande pompe. Et ce projet, c'est clairement un scam. Ils disent que ça fait 1 an, jour et nuit, qu'ils bossent sur un jeu AAA, et quand on voit la gueule du jeu, ça donne tout sauf envie d'y jouer. Vraiment, graphisme jeu PS2, c'est vraiment assez catastrophique. Le gameplay a l'air vide, mais vide. En plus de ça, ils annoncent qu'ils lancent pas seulement un jeu, mais plein de différents produits. Là, c'est dommage, j'arrive pas à vous lancer la vidéo de gameplay, parce que là, c'est leur trailer cinématique, mais le gameplay vraiment est dégueulasse. Et dans les produits qu'ils veulent lancer, donc il y a une plateforme de staking, une plateforme de launchpad, ils se dispersent vraiment dans tous les sens. Et dans leurs partenaires, ça c'est une pratique que je trouve naze, ridicule. À chaque fois, ils mettent que dans leurs partenaires, par exemple, il y a Unreal Engine, OpenSea, etc. C'est juste qu'en fait, ils utilisent Unreal Engine pour développer leur jeu, mais ils sont en aucun cas partenaires. Pareil pour OpenSea, ils sont en aucun cas partenaires, c'est juste que leurs NFT sont mintables sur OpenSea. Ils ont aussi le culot de mettre leur propre plateforme de launchpad dans les partenaires. Bref, vous voyez, mais donc du coup, Paradox Metaverse à éviter, je vous le dis, parce qu'il y a encore de la pub qui est faite pour ce projet sur différentes plateformes, donc faites bien attention et restez-en bien loin. Ou si jamais vous souhaitez faire vos propres recherches pour vous dire vous-même que ce n'est pas un scam, allez-y, mais je vous aurais mis en garde.
Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.